La seconde est sûrement l'unité la plus importante de toute la science. C'est elle qui définit toutes les constantes fondamentales de la physique. Ce sont les atomes qui la mesurent avec une précision inégalée. La seconde dicte aussi bien le temps des états que la définition du kilogramme. Nos meilleures horloges nous permettent d'explorer les limites de la science et même de tester la relativité à la nanoseconde près. Mais la quête qui a mené à cet avènement de la seconde a été un des défis théoriques et d'ingénierie les plus complexes de l'histoire des sciences. Et le pire, c'est qu'elle n'existe même pas. Mesurer le temps, c'est en fait mesurer une fréquence. Car la seconde, cette unité si familière, est en réalité arbitraire. C'est nous, avec nos conventions, qui avons décidé qu'une certaine quantité d'oscillation serait appelée seconde. Ce n'est donc pas la seconde qui est fondamentale, mais plutôt le phénomène que nous utilisons pour la définir. C'est en comptant un maximum d'oscillations par seconde que l'on augmente une notion fascinante, la résolution temporelle. L'idée de base est assez simple. Vous devez être familier avec la résolution pour les écrans ou vos photos. Elle indique combien de pixels compose une image. Et plus cette résolution est haute, et plus on peut distinguer d'éléments petits, plus l'image est précise, plus on peut zoomer dedans. La résolution temporelle, c'est la même idée, mais en remplaçant l'espace par le temps. Plus la résolution temporelle est élevée, plus nous avons la capacité de distinguer des événements qui se déroulent presque simultanément. Plus nous sommes capables de découper le temps en morceaux de plus en plus petits. Pensez-y comme à un ralenti. À vitesse normale, nous pouvons voir la toupie tourner sur elle-même. Mais de là à pouvoir compter le nombre de tours qu'elle fait en une seconde, pas vraiment. Mais en ralentissant, en augmentant la résolution temporelle, l'on voit le trait dessiné sur la toupie passer sous nos yeux, et donc on peut mesurer la fréquence de rotation, et donc savoir combien elle fait de tours sur elle-même en une seconde. Et pour la toupie, je l'ai mesurée, et bien c'est à peu près 18 tours sur elle-même en une seconde. En principe, plus vous augmentez la résolution temporelle, plus l'image ralentit, et plus vous pouvez compter le nombre de tours qu'effectue un objet sur lui-même avec une grande précision. Mais rapidement, on s'aperçoit d'une limite. Quand le ralenti nous permet de compter chaque tour de la toupie, il est inutile d'augmenter la vitesse de la caméra, d'encore ralentir l'image. Il faut avoir un objet qui tourne ou qui oscille sur lui-même encore plus vite que la caméra ne peut le filmer. Pour mesurer le temps, il faut donc deux éléments fondamentaux. Quelque chose qui tourne ou oscille de manière stable le plus vite possible, et un outil nous permettant de mesurer ce mouvement. Et c'est cette quête de la précision ultime de la mesure du temps qui a mené une des aventures scientifiques des plus incroyables qui soient. Non mais en termes de résolution temporelle, on va sauter les cadrans solaires, les sabliers, les horloges mécaniques. On va aller à l'ère électronique, ce sera quand même plus intéressant. Ah ouais d'accord, donc en fait l'histoire des sciences on s'en fout quoi. Ils n'avaient pas bip bip, c'est pas de la vraie science, ouais d'accord. J'ai pas dit ça. C'est difficile de montrer une durée, hein. On peut pas juste dire bon allez les gars, c'est fini la préhistoire, on veut mesurer le temps avec précision maintenant, alors je définis la seconde, c'est la durée de là à là. Voilà, on est bon? Clairement, ça suffit pas à constituer une mesure du temps, puisque si on a que ça comme référence, on pourra pas réidentifier cette durée de façon fiable. Ce qu'il faut pour mesurer le temps, c'est plutôt que je désigne un certain phénomène observable et qui se répète avec une durée qu'on suppose toujours identique, comme par exemple avec l'exemple de la toupie. D'une façon ou d'une autre, mesurer le temps, c'est toujours compter les occurrences d'un truc supposé régulier. Et plus ce truc régulier est court, plus la mesure du temps sera précise. Ainsi, les premières mesures du temps, ça a été des choses comme compter l'alternance du jour et de la nuit, ou le cycle des lunes, ou le cycle des saisons. C'est observable, c'est supposé régulier, on le compte, donc ça mesure le temps. Ouais, ça te fait une résolution temporelle toute pourrie là quand même. Oui, bon bah c'est sûr que c'est plutôt basse qualité pour l'instant, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Et c'est intéressant de noter que le principe restera fondamentalement le même pour tout ce qui viendra après. Que ce soit des cycles lunaires ou des oscillations microscopiques, on en est toujours à compter les occurrences d'un phénomène qui se répète avec une durée qu'on suppose identique. Pour mesurer des durées courtes, ce qui a été le plus utilisé dans plein de civilisations, c'est l'écoulement de fluide d'un réservoir percé. C'est le principe de la clepsydre ou des sabliers. L'idée c'est donc qu'en remettant dans le même réservoir la même quantité d'eau ou de sable, ça prendra le même temps pour s'écouler. C'est ça le phénomène régulier et observable qui va permettre la mesure du temps. Mais même avec ce genre d'appareil, la résolution temporelle reste pas ouf. C'est compliqué de mesurer de façon précise quelque chose de l'ordre de la seconde. Et pourtant, quand Galilée vers la fin du XVIe siècle essaye de décrire mathématiquement
uniquement la chute des corps, c'est-à-dire un phénomène qui en général dure à peine quelques secondes, et bah il doit encore se débrouiller avec des sortes de clepsydres en fait, en pesant la quantité d'eau écoulée pour essayer de faire des mesures plus fines. D'ailleurs, toujours à propos de Galilée et de mesure du temps, ce serait en observant les oscillations régulières d'un lustre dans la cathédrale de Pise qu'il commence à découvrir les lois du pendule. Mais comment il a fait pour constater la régularité de ces oscillations? Il n'avait pas de chronomètre sur lui. En fait, il les aurait mesurées par rapport à son propre pouls. Après tout, en supposant que son cœur est régulier pendant qu'il l'observe, son pouls est bien la meilleure horloge dont il dispose à ce moment-là pour mesurer le temps avec une résolution temporelle de l'ordre de la seconde. Et puis c'est pratique, c'est une horloge qu'on a toujours sur soi, au moins. Oui, c'est pratique jusqu'à ce que tu montes un escalier, quoi. Et oui, mais c'est intéressant de se rendre compte à quel point c'était expérimentalement compliqué de faire de la physique mathématique sans appareil pour mesurer le temps de façon un tant soit peu précise. Ça nous paraît tout bête maintenant, mais disposer d'un moyen de mesurer quelque chose de l'ordre de la seconde ou moins, c'est assez récent. Et c'est Tristan Huygens au XVIIe siècle, en se basant justement sur les travaux de Galilée sur le pendule, puisque maintenant on sait que les oscillations du pendule sont régulières, on va pouvoir les compter pour mesurer le temps, et donc c'est Huygens qui va inventer l'horloge à pendule qui sera ensuite perfectionnée de plein de façons et ça va beaucoup améliorer la résolution temporelle. En fait, jusqu'à l'invention de l'horloge à quartz vers 1927, les horloges les plus précises, ce seront des horloges à pendule fonctionnant donc sur le principe de Huygens. Huygens qui d'ailleurs, le saviez-tu, a participé à la création de l'Observatoire de Paris où se trouve aujourd'hui l'une des horloges les plus précises du monde, comme quoi tout se tient. Super, je vais enfin pouvoir parler des horloges à quartz. Oui, ok, parlons des horloges à quartz. Le cristal de quartz. Ce petit cristal piézoélectrique, s'il est de bonne longueur et électrifié correctement, oscille 32 768 fois par seconde. Tel un diapason en musique, il donne le La d'une petite puce électronique capable de diviser cette fréquence et d'en faire le tic-tac de nos montres. Les plus perspicaces d'entre vous auront noté que 32 768 n'a pas été choisi au hasard, c'est 2 puissance 15, et c'est bien pratique pour un ordinateur. Ah oui, on va arrêter de parler d'oscillation par seconde, le terme officiel c'est Hertz, ce sera beaucoup plus pratique. Avec la résolution offerte par l'horloge à quartz, nos montres peuvent rester juste pendant des semaines, voire des mois, dans les bonnes conditions, car cette petite bête est sensible aux changements de pression et de température. Néanmoins, on peut synchroniser précisément des trains, arriver à l'heure à nos rendez-vous galants, mais sûrement pas guider nos véhicules. Prenons par exemple le GPS, ce système de positionnement par satellite. S'il s'appuyait sur une technologie au quartz, on arriverait à une précision au mieux de 300 km. Ce serait un peu chaud. Votre destination est à 300 km dans n'importe quelle direction. Par là... Ou par là. Ou par là. Pas l'idéal, n'est-ce pas? C'est pourquoi, enfin, on y arrive, nous avons inventé l'ultime chronomètre, celui à la précision absolue, l'horloge qui va se synchroniser avec la matière elle-même, une horloge pour les gouverner toutes, l'horloge atomique. Vous allez le voir, on change d'échelle d'un coup. Nos amis les physiciens ont bien compris qu'en termes de vitesse et de précision, les atomes seraient imbattables. Ces petites toupies nanométriques oscillent à des fréquences incroyablement élevées, constantes et prévisibles. Il aura fallu des décennies de travail et 5 prix Nobel de physique, et vous allez comprendre pourquoi, avant d'obtenir ce que je vais vous décrire maintenant, une horloge atomique au césium-133. L'atome de césium réalise 9 milliards 192 631 770 oscillations par seconde, soit plus de 9 GHz. C'est plus de 280 000 fois plus précis qu'une horloge à quartz. Comme on l'a vu au début, pour mesurer le temps, il faut deux éléments. Une toupie très rapide, et là on en a trouvé une plutôt efficace, mais aussi un moyen de mesurer la vitesse de rotation de cette toupie. Et c'est là que les choses compliquées commencent. Il faut bien comprendre que cette fréquence a d'abord été obtenue d'un point de vue mathématique. On ne l'a pas mesurée, on ne l'a pas calculée. C'est une donnée théorique. Et c'est mesurer cette fréquence qui sera un des défis d'ingénierie les plus importants du XXe siècle. C'est elle là qui fait les 5 prix Nobel. Enfin, il a déjà trouvé le chiffre. Enfin, tout ça, c'est plein de prix Nobel, vraiment. C'est en 1955 que le physicien britannique Lewis Esson et l'ingénieur Jack Parry ont mis au point la première horloge atomique au césium à l'Observatoire national de la physique à Teddington, au Royaume-Uni. Et c'est en 1967, lors de la 13e conférence générale des poids et mesures, que la seconde fut définie en termes de période d'oscillation d'un atome de césium-133, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Pour vous donner une petite idée de la précision de la bête, ici on ne dévie pas de quelques secondes par mois, mais par centaines de millions d'années. Si ces 100 millions d'années n'étaient représentées que par 100 km, la déviation serait de l'épaisseur d'un atome. Et si cette déviation faisait 1 cm, la longueur totale serait plus grande que notre système solaire. Voilà à quoi on a affaire, ça déconne pas du tout. Donc,
Comment ça marche? Maintenant que vous avez le principe, on va devoir mesurer la fréquence de vibration d'un atome. Et vous le sentez venir, mais la physique quantique n'est pas loin. Mais avant tout ça, faut qu'on parle d'un phénomène fascinant, la transition hyper fine. Ne partez pas! Je vous jure que c'est cool, même si ça peut sembler un poil compliqué. Et je m'excuse d'avance auprès de tous les physiciens qui nous regardent. Désolé. Mais faut bien vulgariser des fois. Et chaque atome est constitué d'un noyau central et d'un nuage d'électrons qui se baladent autour. Ces particules, à la fois dans le noyau et parmi les électrons, ont ce qu'on appelle un spin, une sorte de rotation propre, une direction dans laquelle elles tournent. Ces spins créent de minuscules champs magnétiques un peu comme de tout petits aimants qui peuvent interagir. La transition hyper fine, c'est l'échange d'énergie qui se produit lors de ces interactions magnétiques à l'intérieur de l'atome. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour mesurer l'oscillation de notre atome de césium. Car s'il y a un changement de champ magnétique, il y a un changement de force électrique, comme nous l'a appris Maxwell. Et là, je viens de vous résumer un siècle de physique. Et de physique quantique. Les 5 prix Nobel, tout ça, vous vous rappelez? Ok, on va utiliser une image. Prenons 2 toupies sur une table. Chacune d'entre elles tourne dans un sens opposé, mais si elles se touchent, elles vont légèrement changer de vitesse ou de position. C'est à peu près ce qui se passe lors d'une transition hyper fine, mais à l'échelle infiniment petite et avec une précision incroyable. Encore désolé les physiciens. Et c'est cette danse ultra précise, cette transition hyper fine qui est au cœur de l'horloge atomique au césium, car il est au cœur de l'atome de césium lui-même. Et c'est en mesurant cette danse que l'on obtient notre fréquence de 9 GHz. Vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais comment on le mesure, vu que c'est ça qui est dur? Comment mesure-t-on cette danse délicate et extrêmement rapide des atomes? Mesurer la transition hyper fine, c'est un peu comme essayer de chronométrer les battements d'ailes d'un colibri avec une montre standard. C'est pas une mince affaire, mais avec la bonne technologie, c'est possible. Voici en toupie comment ça fonctionne. Dans une horloge atomique, les atomes de césium sont d'abord refroidis à des températures très basses. Cela correspond à préparer les toupies en les plaçant sur une surface plane et stable, prête à être lancée. Cette étape garantit que les atomes, les toupies, sont dans un état de départ uniforme. Les atomes de césium sont ensuite exposés à un faisceau de micro-ondes d'une fréquence spécifique. Ça les excite et provoque une transition entre 2 niveaux d'énergie quantique, la transition hyper fine à 9 GHz est lancée. Ici, c'est comme si nos toupies étaient mises en rotation avec la même force et que l'on entretenait la rotation de manière stable et permanente, afin que les toupies tournent sur elles-mêmes à la même vitesse indéfiniment. Ensuite, la fréquence des micro-ondes est ajustée jusqu'à ce qu'elle soit en parfaite résonance avec la fréquence naturelle de transition des atomes de césium. Maintenant que nos toupies tournent sur elles-mêmes, à une vitesse fixe, c'est en changeant la vitesse de la caméra que nous pouvons savoir si elle est bien synchrone avec elle. C'est comme quand vous filmez l'enjoliveur d'une roue. Vous pouvez avoir l'illusion que celle-ci tourne sur elle-même, ou à l'envers, ou même qu'elle est fixe. Eh bien, c'est le même principe, sauf que ce n'est pas la roue qui change de vitesse, mais la caméra. Et si vous voyez la roue fixe, ou si la ligne de notre toupie est bien droite, eh bien c'est que votre caméra prend une image exactement à chaque rotation de la toupie. Et comme vous connaissez la vitesse de ceux qui tournent et de ceux qui filment, vous avez tous les éléments pour mesurer le temps à l'échelle atomique. Mais cela ne s'arrête pas là. Une horloge atomique surveille constamment la synchronisation entre les micro-ondes et les atomes, faisant de petits ajustements pour maintenir la précision. Enfin, le nombre d'oscillations de la fréquence de résonance des atomes est compté sur une période donnée. Et si c'est une seconde, vous n'avez qu'à compter 9 192 631 770. Vous êtes choc-barre? Moi aussi. Si je vous disais qu'à l'Observatoire de Paris, on ne fait pas ça avec des atomes de césium, mais avec du strontium, et que c'est encore beaucoup plus précis, genre des décalages de l'ordre d'une seconde tous les milliards d'années. Ce qui serait fou, ce serait de pouvoir aller la voir en vrai. Nous voilà donc à l'Observatoire de Paris, où se trouve une des horloges atomiques expérimentales les plus précises au monde. Et voici Bess Fang. Elle travaille au système référence temps-espace, ou CIRT, et c'est elle qui va nous présenter l'horloge atomique au strontium. L'horloge est sous terre, afin d'être le moins perturbée possible par l'environnement. Ici, pas de 5G ou de Wi-Fi. La température et l'humidité sont contrôlées. Vous verrez pourquoi c'est essentiel dans un instant. Nous voilà enfin devant la bête. Il y a littéralement des câbles et du matériel partout, du sol au plafond. C'est vraiment très exigu et je dois l'admettre complètement déroutant pour un novice comme moi. Ça ressemble pas vraiment à une horloge et en plus, il y a l'heure nulle part. Ici, nous n'utilisons pas d'atome de césium, mais du strontium. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, car même l'atome de césium montre ses limites. Car pour mesurer sa transition hyper fine, on utilise des micro-ondes dont le spectre électromagnétique se situe
ici, juste avant les infrarouges, et surtout bien loin de la lumière visible. En fait, c'est la fréquence même de ces micro-ondes qui limite en partie la mesure. Si on reprend nos toupies, c'est comme si la vitesse de notre caméra de ralenti était atteinte. Impossible d'augmenter la résolution temporelle en restant ici. Il faut changer de caméra. Et c'est ça que nous permet le strontium. Par contre, cette nouvelle caméra, elle est un poil plus compliquée. Et oui, si le strontium résonne à une fréquence bien plus élevée, cela ne vient pas sans inconvénient. Bess va expliquer que l'on a de nouveaux défis d'ingénierie. So in the case of an optical clock, what matters is to find atomic transitions that has a very long lifetime, which translates into a very narrow natural line width. The objective is always the same. We try to first identify a narrow transition, and then we try to determine the frequency of this transition precisely. Comme vous l'avez vu, nous sommes dans un environnement très contrôlé, mais c'est indispensable pour limiter le bruit qui perturbe les mesures. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du niveau d'exactitude ou de précision de cette horloge. Permettez-moi donc de vous donner quelques caractéristiques supplémentaires. Cette horloge est tellement précise qu'elle est capable de connaître sa position en mesurant le champ gravitationnel de la Terre au centimètre près. Oui, cette horloge est capable de mesurer son altitude en mesurant la dilatation de l'espace-temps due à la gravité. Vous comprenez donc pourquoi la moindre perturbation est rapidement un gros problème. Et c'est une des raisons principales de l'utilisation du strontium. En vrai, si on était capable de mesurer à la perfection la fréquence d'un atome de césium, on pourrait obtenir des niveaux de précision similaires à une horloge au strontium. Mais à cause de ce bruit, il y a une marge d'erreur trop grande pour atteindre cette limite. Ce qu'il faut, comme d'habitude, c'est augmenter notre résolution temporelle, quitte à perdre un peu en précision pour lutter contre le bruit. C'est pas clair? Attendez, tout est une histoire d'équilibre. Je vais vous donner un exemple, et les chiffres que je vais utiliser sont pas forcément justes, c'est vraiment un titre d'exemple, pour bien comprendre le principe. Disons que l'on mesure notre atome de césium qui vibre théoriquement à 9 milliards de Hertz à 2 Hertz près. Eh bien, c'est moins précis que de mesurer un atome de strontium qui vibre lui à 400 000 milliards de Hertz à 300 Hertz près. C'est donc le rapport bruit sur fréquence qui compte. Vous êtes moins précis sur le comptage des Hertz, mais il y en a tellement plus qu'au global, vous y gagnez. Et en vrai, ici, dans les meilleures conditions, on descend encore bien plus bas. Genre 2 Hertz près à 400 000 milliards. Voilà, pas mal, hein. Ils sont pas beaucoup dans le monde à faire ça. Le plus précis au monde, c'est là. Allez, on va maintenant se pencher plus en détail sur l'horloge que l'on trouve ici. Sous ces protections se cache le cœur de la bête. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est le laser bleu et la quantité incroyable de miroirs et de lentilles disposées un peu partout. Une des chances d'avoir maintenant une horloge qui fonctionne dans le spectre de la lumière visible, eh bien, c'est qu'on peut la voir directement en action. De ce côté, on génère un laser extrêmement précis, dont le but est de refroidir les atomes de strontium. Et de ce côté, un laser est envoyé via une fibre optique, il servira à mesurer la fréquence de la transition atomique. Et donc, si on utilise autant de lentilles, c'est pour contrôler, diviser et répartir ces lasers dans les différentes parties de l'horloge. Tout ça se retrouve ici, au cœur de la machine. Le nom de cet instrument est d'ailleurs assez poétique. En anglais, on parle de Science Chamber, que l'on pourrait traduire par la chambre à science. C'est ici, dans ce tout petit espace, que l'on piège les atomes et qu'on les interroge. Car oui, on interroge les atomes. Oui, bonjour, est-ce que vous pourriez me dire combien vous avez fait de tours sur vous-même la dernière seconde? Ok, merci. Vous avez entendu parler du CPF? Ce que l'on voit ici, c'est le four où le strontium est chauffé, car c'est sous sa forme gazeuse qu'on va l'utiliser. On le fait donc passer d'un état solide à un état gazeux avant de le refroidir. Et le refroidir, cela veut dire le ralentir. Et une fois de plus, ça déconne pas du tout. Lorsque les atomes passent à l'état gazeux, ils sortent de la chambre de chauffage à 2160 km/h. Et en quelques centimètres, grâce à un champ électromagnétique et un laser, ils sont ralentis à 5 km/h. Et on est encore loin de l'état dans lequel on va mesurer leur transition atomique. Et c'est là qu'interviennent 6 lasers, qui arrivant depuis toutes les directions, créent ce que l'on appelle un piège optique. Ce piège dure une seconde pendant laquelle un dernier laser interroge 10 000 atomes de strontium sur leur fréquence de transition, ce qui nous donne enfin notre mesure finale. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour compenser les erreurs statistiques et vous aurez une des horloges les plus exactes au monde. Ici, on atteint une précision de la seconde avec 18 chiffres après la virgule. C'est difficile de se le représenter, mais ça veut dire des centaines de millions de milliards d'oscillations par seconde. Tout ça dans ce petit point bleu sous terre au milieu de Paris. Pour finir cet épisode, je voulais m'entretenir avec Marie-Christine Angodin, professeure à Sorbonne Université, et qui justement utilise ce genre d'horloge dans ses recherches.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'utilisation d'une horloge atomique optique comme celle que vous avez au CIRT dans une utilisation pour le grand public? À quoi ça peut servir ce genre d'horloge? Il va y avoir plein d'utilisations possibles. Alors déjà, on pense tout de suite au satellite de positionnement. Le satellite de positionnement utilise déjà des horloges atomiques et permet d'avoir des précisions en dessous du mètre quand on se promène. Si on envoyait des horloges 100 fois meilleures, toutes les applications en positionnement seraient améliorées d'un facteur au moins 100. On pourrait avoir des informations beaucoup plus importantes sur les phénomènes géologiques, les séismes, les éruptions volcaniques. Tous les phénomènes géologiques pourraient être positionnés de façon beaucoup plus précise et permettraient de comprendre beaucoup mieux et d'anticiper les catastrophes. Un des problèmes apparemment, c'est donc qu'elles ne puissent pas être déplacées. C'est quelque chose que vous étudiez en ce moment de votre côté, de les rendre un peu plus facilement déplaçables, ces horloges atomiques optiques? On arrive à avoir des horloges atomiques optiques qui sont transportables sur des petites distances sur Terre. Il y a eu un laboratoire de métrologie japonaise qui a réussi à faire des horloges qui soient transportables et suffisamment fiables pour faire des comparaisons entre la mesure de temps au pied d'une tour de Tokyo, la Sky Tree, et en haut de cette tour qui fait plusieurs centaines de mètres, et de voir la différence de fonctionnement de l'horloge et donc l'effet de la gravitation terrestre sur l'horloge en haut de cette tour. À quoi ça sert d'avoir justement des mesures de la gravitation terrestre pour la recherche? La gravitation terrestre dépend explicitement de la structure de la Terre. Donc déjà de pouvoir mesurer de façon précise la gravité terrestre permet de connaître l'histoire de notre Terre et de savoir comment elle s'est construite et comment elle est à l'instant. Et d'autre part, connaître cette gravitation terrestre, eh bien, ça permet de projeter ça sur les satellites. C'est les mouvements des satellites qui sont en chute libre dans la gravité terrestre. Donc si on la connaît très bien, on peut mesurer de façon très très fiable les mouvements des satellites, créer des constellations de satellites avec moins de problèmes de débris, de choses comme ça, quoi. Voilà. À quoi ça peut servir d'envoyer des satellites avec des horloges aussi précises dans l'espace? Alors pour la recherche fondamentale, on va toucher à la relativité puisqu'on est en train de parler d'espace et de temps. On envoie des satellites dans l'espace et on va mesurer du temps. La chose la plus performante que l'on soit capable de faire à l'heure actuelle pour ce qui est de l'espace-temps, c'est de mesurer les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire ces petites fluctuations de l'espace-temps, puisqu'on est de l'ordre de 10-19% de l'espace-temps qui est fluctuant à cause de catastrophes qui se produisent à l'autre bout de l'univers. Voilà, c'est ce genre de choses, on commence à pouvoir les mesurer grâce aux interféromètres de détecteurs d'ondes gravitationnelles tels que LIGO ou Virgo. LIGO et Virgo sur Terre ont des capacités limitées qui permettent de voir un certain nombre de phénomènes, mais qui sont peu nombreux. Si on voulait améliorer les choses, il faudrait faire exactement la même chose que ce que l'on a fait pour les télescopes. On a voulu améliorer les capacités des télescopes qu'il y avait sur Terre en les envoyant dans l'espace, qui permettait d'améliorer les précisions, notamment parce qu'on sortait de l'atmosphère. Là, on va vouloir faire la même chose en envoyant des horloges dans l'espace sur plusieurs satellites pour pouvoir mesurer les fluctuations d'espace-temps entre les différents satellites. Évidemment, à l'heure actuelle, les projets comme le projet LISA qui sera envoyé en 2037 utilisent des horloges atomiques traditionnelles, mais le rêve, ce serait de pouvoir utiliser ces horloges atomiques optiques qui amélioreraient la précision énormément et permettraient de voir beaucoup plus d'objets et de faire véritablement de l'astrophysique gravitationnelle. Bon, je vous jure que j'ai essayé de vous expliquer tout ça le mieux possible, et j'ai pas eu le temps de parler de tout ce que l'on a appris en écrivant cet épisode. Comme cette petite bobine qui servait à annuler le champ magnétique terrestre, parce que ça fait trop de bruit, ou les maths incroyablement complexes qui sont à l'œuvre derrière tout ça. Et si des fois vous êtes en retard, ou si le temps passe trop vite, n'oubliez jamais que nous ne sommes que de la poussière d'étoiles, perdue sur une petite sphère bleue mouillée, tournant autour d'une boule de gaz au bout d'un bras de spirale, errant dans l'espace infini. Ah oui, donc tu termines sur un truc philosophique, l'immensité, l'inanité de notre existence, et tu m'appelles même pas. Mais t'as mieux toi comme phrase d'ailleurs? Ah oui, t'aurais pu dire et que chacun considère ce qu'il est au prix de ce qui est, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même son juste prix. C'est du Patrice Laffont ça, non? Presque, Blaise Pascal. Ah, ok. C'est quand même pas mal une seconde.
Merci d'avoir regardé en entier cet épisode du Vortex. Je voulais vous dire que pour nous soutenir, vous pouvez aller en description dans notre boutique retrouver cette magnifique horloge. On a aussi des mugs et des t-shirts sur l'épisode du brutalisme que vous pouvez retrouver. Donc voilà, allez faire un tour. Et puis abonnez-vous. Merci.